Vous êtes bel et bien sur votre émission dominicale Week Echo. Mesdames, Messieurs, bonjour. La polémique a été vive et aura duré plusieurs jours. Ce n'est que ce vendredi que l'Agence européenne des médicaments s'est prononcée, recommandant l'utilisation du vaccin AstraZeneca sans exclure définitivement l'existence d'un lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin. Sur une quinzaine de pays ayant suspendu l'utilisation du vaccin par précaution, la France et l'Italie ont été les premiers à s'y remettre immédiatement. Mais que doit faire le Bénin, bénéficiaire de ce vaccin dont il a reçu 144 000 doses et en espère encore d'autres? La réaction de quelques confrères, vous l'aurez dans la rubrique décryptage. Et puis en dossier de la semaine, on fait une immersion dans la filière apicole. Contrairement aux abeilles, on ne piquera ni ne collera. On parlera plutôt du potentiel économique que représente le miel Made in Bénin, un produit de grande qualité reconnu à l'étranger et recherché sur le marché de grande distribution, mais qui semble en perte de vitesse dans son essor. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà ainsi présenté pour vous le menu de votre émission. Mais avant, Nadège Omonlade-Sani se fait le plaisir de vous présenter les informations ayant marqué l'actualité sur le plan socio-économique. Voici le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Direction le collège d'enseignement général de Rouiho pour parler des mathématiques. Pourquoi cette matière est-elle appréciée uniquement des élèves qui choisissent la série C? Une chose est certaine, très peu d'apprenants aiment les maths. Au CEG Rouiho, dans les classes de première et de terminale C, enseignants et élèves sont fiers d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Malheureusement, l'effectif est réduit. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. Voici le reportage. Au collège d'enseignement général de Rouiho, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques, comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en première C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite. Chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. En fait. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ses devancières en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, ils étaient autour de 16. Cette année, vous voyez près de la moitié. 3 filles et 4 garçons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Baké Yolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis 2 ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisque en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 sont reçus. Et cette année, nous avons 9 également en terminale C. Nous espérons qu'avec ces chiffres, on aura les 100% cette année parce qu'on s'y attelle véritablement pour que ces 9-là puissent nous donner les 100% au bac.
Bac 2021, c'est dans quelques mois et ces élèves travaillent à mettre de leur côté toutes les chances de réussite. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques de leur prendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout d'échanger avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile, c'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mère des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés chaque année le 15 mars depuis 1983. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ces intérêts? Plus de précisions dans ce reportage de Alessandra Tchoton. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous faisons, nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. Les emplois verts sont aujourd'hui au cœur du développement durable. Ils apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. Créer des emplois décents et construire des sociétés durables à faible teneur en carbone constitue aujourd'hui un impératif pour sauver la planète. Daniel Sosa. Laurie est une environnementaliste. Entrepreneur, elle s'est donnée comme mission de protéger l'environnement à travers un emploi vert. Un emploi vert, en fait, c'est une activité économique en fait, qui est créée de sorte à respecter l'environnement. Je me suis dit, mais c'est possible de réaliser du business avec l'environnement.
offrir en fait des services et offrir des produits qui sont éco-responsables, qui permettent en fait à mes clients de vivre plus en accord avec l'environnement. Et pour vivre plus en accord avec l'environnement, elle fabrique des carlebasses, des jeux et jouets pour les enfants et les adultes à base de produits éco-responsables. On se dit, on veut produire par exemple un jouet ou bien une calebasse, on essaye de faire en sorte que les produits qu'on utilise sont biodégradables ou bien recyclables au travers du tissu par exemple, construits de manière à respecter au plus l'environnement. Les emplois verts contribuent largement aujourd'hui à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à limiter la pollution et à restaurer l'écosystème. Des avantages qui peuvent être bénéfiques aux pays en voie de développement comme le Bénin. Si le Bénin optait pour les emplois verts, il va changer l'évolution, il va changer son économie, il va changer le mode de vie des populations. Pourquoi? Parce que les emplois verts vont contribuer à corriger tous les impacts que nous avons sur l'environnement. Je prends juste un exemple. Dans le secteur de l'énergie renouvelable, lorsque le Bénin optera pour l'énergie solaire, il va réduire substantiellement les pollutions dues à tout ce qui est produit aujourd'hui et qui pollue non seulement l'atmosphère, mais également le sol et l'eau. Respecter les normes environnementales et opter alors pour les métiers d'avenir, notamment les professions vertes. C'est le défi qui s'impose à tous pour sauver la planète Terre. L'environnement fait partie de nous. Ce n'est pas une filière, un domaine à part. Donc, vous pouvez être couturier, menuisier, journaliste et en fait construire les choses de manière à respecter plus l'environnement. L'environnement, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours et c'est un plaisir d'être un soldat de la nature. Les emplois verts sont au cœur des 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies rassemblés dans l'agenda 2030. Ceci pour éradiquer la pauvreté et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Rodrigue Babagbeto. Merci à vous, Nadège Omanlade-Sani. Chers téléspectateurs, Week Eco se poursuit et comme d'habitude ici, je vous propose de suivre ce qui a fait la une des journaux sur le plan socio-économique cette semaine. La revue de presse porte la voix de Patrick Adjagbodjou. Sept Béninois sur 10 ont désormais accès à l'eau potable en milieu rural. La nation nous apprend que le taux de déserte nationale en eau potable à fin 2020 s'établit à 70,16% de couverture en milieu rural contre 53,70% en 2019 au Bénin. Selon le journal du service public, ce bond qualitatif augure de l'atteinte à brève échéance de l'accès universel des populations au liquide vital avec des projets en cours. À fin décembre 2020, le patrimoine hydraulique rural compte au total 651 systèmes d'approvisionnement en eau potable avec 656 réservoirs existants. Dans la mise en œuvre du plan directeur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, en partenariat avec les communes du Bénin, un programme national d'investissement prévoit de bailler le territoire rural avec la réalisation de 614 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, prenant en compte tous les villages et arrondissements ruraux de 11 des 12 départements du territoire béninois. Dans un autre registre, le journal du service public nous informe à travers sa manchette que 2308 emplois sont disponibles dans 4 catégories dans le cadre du projet Pipeline Niger-Bénin. La plateforme emploi-pipeline.gouv.bj de recrutement du personnel pour la construction et l'exploitation du pipeline d'exploitation entre le Niger et le Bénin est désormais ouverte pour recueillir les candidatures. La main-d'œuvre locale béninoise sera privilégiée durant les différentes phases du projet Pipeline Niger-Bénin.
La commercialisation des noix de cajou au Bénin est lancée pour le compte de la campagne 2020-2021. Gakignani Info publie l'information et nous apprend que le kilo des noix de cajou est fixé à 300 francs CFA, comme prix du plancher d'achat aux producteurs. 29 entreprises locales sont désormais autorisées à mettre sur le marché leurs produits alimentaires. La Nation a relayé l'information et écrit « Valorisation des produits locaux au Bénin, des entreprises déclarées conformes aux normes sanitaires ». En début de semaine écoulée, ces entreprises ont reçu leur certificat de conformité sanitaire, de même que l'autorisation d'exercice de leur activité. Le journal du service public précise qu'elles sont au total 21 unités de transformation de l'ananas en jus, 3 unités de transformation de l'ananas en ananas séché et 5 unités de transformation de la volaille en viande de volaille fraîche. Pêle-mêle, la Nation publie à la page 3 de sa parution du jeudi 18 mars 2021 des chiffres détaillés de l'enquête de Afrobaromètre sur la corruption au Bénin, un fléau en nette régression. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Et bien voilà une revue de presse qui nous révèle cette belle opportunité offerte par le projet Pipeline Bénin-Niger. Plus de 2000 emplois disponibles et ce dans un contexte sanitaire de la Covid-19. Les employés vont peut-être recevoir le vaccin contre le coronavirus, mais pourront-ils prendre de doses du vaccin AstraZeneca, seul vaccin dont dispose actuellement le Bénin? Le gouvernement béninois peut-il à présent lancer la campagne de vaccination au vu de toute la polémique qu'a connue ce vaccin ces derniers jours? Les décrypteurs sont déjà en place pour en parler. L'instant décryptage, c'est maintenant. Décryptage sur ce plateau des polémiques qu'a rencontré le vaccin AstraZeneca, vaccin dont le Bénin a réceptionné 144 000 doses, j'en parlais tantôt. Ici, on se pose la question de savoir si le gouvernement béninois pourrait lancer la campagne. Et avec moi sur ce plateau, Angela Damata. Angela, bonjour. Angela Pédia, bonjour. Merci de la rectification. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et en face de vous, nous avons Martial Alaye, journaliste également. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, la question est posée. Je crois qu'on est dans le mois de mars. Je veux bien laisser la parole à la femme sans vous gêner, Martial Alaye. Alors dites-nous, Angela, on se préoccupe du nombre croissant de victimes liées à la Covid-19 et maintenant, il faut encore s'inquiéter du vaccin. Moi, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Parce que de toutes les façons, nous sommes face à un médicament et quand on est un produit pharmaceutique, j'allais dire, et les produits pharmaceutiques de façon générale sont soumis à ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est une manière de surveiller les effets indésirables ou les effets qu'on n'avait pas imaginé et que pourraient avoir ces produits-là. Donc je crois que nous sommes face à une urgence. La Covid-19, vous savez, c'est une maladie qui a mis à genoux presque le monde entier. Bien sûr, durant pratiquement un an aujourd'hui, puisqu'on est en mars 2021. Voilà. D'ailleurs, chez nous, ça fait un an précisément qu'on a découvert, le 16 mars, on a découvert donc le premier cas de coronavirus. Bien donc, sûr. Nous étions en face d'une urgence. Les gens décèdent en quantité, en nombre par milliers donc dans le monde. Et il faut effectivement quelque chose pour lutter contre ce virus-là, ce coronavirus-là. Donc lorsque la production du vaccin a été faite dans ce contexte d'urgence, il faut comprendre que tous les essais n'ont pas été encore concluants. Donc c'est normal que des effets indésirables arrivent. Quand vous prenez par exemple un médicament, sur la notice, vous avez toujours des contre-indications, vous avez aussi les effets indésirables que pourraient rencontrer.
de sorte que les personnes qui sont allergiques à certains de ces produits utilisés puissent savoir comment se comporter. Mais donc, il faut dire qu'on ne sait pas non plus encore jusqu'à ce jour quels ont été ou quels sont en fait les facteurs que développaient ces patients-là qui ont eu les effets indésirables. On y reviendra, Angela Kpedja, mais je passe la parole rapidement à Martial Alaye. Alors, épousez-vous le point de vue d'Angela Kpedja, n'y a-t-il vraiment pas péril en la demeure? Il n'y a pas péril dans la demeure. Je ne peux pas épouser à 100% son avis. Okay. Mais je peux dire que il faut que nous évaluions les dégâts déjà enregistrés dans les autres pays qui ont commencé par utiliser ces vaccins pour savoir quels sont les différents effets indésirables qu'ils ont eu à enregistrer pour pouvoir anticiper chez nous ici, savoir comment faire et préparer le corps médical à pouvoir dire par rapport à tel effet indésirable, qu'est-ce qu'on peut faire et anticiper sur cela. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait faire pour que la population béninoise puisse se vacciner aisément. Et il n'y a pas de danger à ce qu'on se vaccine, mais il faut qu'on tienne compte de ce qui se passe dans les autres pays. Alors, pour revenir un peu sur ce qui se passe dans les autres pays, les différents effets indésirables constatés sont essentiellement la formation de caillots sanguins. Et également de thrombose, je crois. Alors, dites-nous, Angela Kpedja, est-ce qu'il ne fallait pas faire ou s'assurer concrètement de ce vaccin avant de le lancer sur C'est heureux qu'on ait constaté ça. Vous n'avez pas entendu ces scandales ou bien ces choses qui sont arrivées de sorte qu'on a retiré certains médicaments. C'est dans l'ordre normal des choses. Oui, mais actuellement, connaissant la pandémie et tout ce qu'elle engendre comme... Tout est une question de risque. Même la chloroquine que vous prenez ici, est-ce que vous avez une surveillance une pharmacovigilance, une surveillance pour savoir si ce produit-là, ça guérit ou pas exactement? On n'a pas. Donc, dans les pays développés où la production du vaccin, et lorsqu'on a mis ça sur le marché, on a commencé par surveiller. C'est quelque chose de très heureux. Et il faut bien regarder. On parle de thrombose, qui est une formation de caillots au niveau des vaisseaux sanguins. Bien sûr. Chez certaines personnes. Les effets positifs que ce vaccin pourrait avoir pour la personne qui prend ça, on mesure ça et on mesure aussi les risques et on fait le rapport pour voir effectivement ce qu'on peut préférer. Et dans ce cas-là, c'est minime, étant entendu que ce sont les personnes âgées et les personnes, disons, les infirmiers, le personnel de santé médical qui est en première ligne, qui ont été vaccinés en premier. Et les personnes âgées, ce sont des personnes qui sont déjà à risque par rapport à la thrombose. Donc, il faut mesurer tout ça là avant de savoir si, face à la situation, on devrait laisser ou pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on crée la psychose. Vous savez, déjà, dès le départ, il y avait une certaine psychose en Afrique de façon générale, pour dire qu'il y a une thèse de complot, machin. Mais les gens sont en train de mourir. Et actuellement, vous ne savez même pas si c'est la chloroquine là qu'on utilise guérit effectivement. Et maintenant, on a un vaccin qui guérit, mais qui a des effets pas guéri, mais qui prévient, mais qui a des effets secondaires. Non, c'est minime par rapport à ce que le vaccin lui-même, il nous apporte. C'est certes minime, Martial Alaye, mais il faut dire aussi que... Il faut avoir peur parce qu'il y a déjà la psychose. Et depuis que ce vaccin est sorti, on avait dit que c'était destiné aux personnes âgées, moins de 55 ans. Après, on a étendu ça aux personnes âgées. Et vu la psychose que le coronavirus avait déjà créée sur la planète, et aujourd'hui on nous dit, on veut nous amener un vaccin qui a commencé par faire la formation. Donc quand on fait la vaccination, il y a la formation des caillots dans les veines. Donc du coup, la psychose augmente. Mais nous ne sommes pas ici pour augmenter la psychose, mais il faut dire, c'est une démarche de prévention qu'on doit faire pour pouvoir... C'est aujourd'hui les psychologues, les gouvernants doivent savoir qu'il faut qu'on ramène
les pensées qui sont déjà très chaudes, on va les rafraîchir pour pouvoir ramener tout le monde pour dire non, mais ce n'est pas une crise. Tous les médicaments que vous prenez ont des effets secondaires. Des effets indésirables. Ça, c'est sûr. Et je crois juste que c'est parce qu'aujourd'hui tout est ouvert, on a accès à tout sur les réseaux sociaux et les journalistes généralement informent, ils parlent sans vraiment comprendre. Sans vraiment comprendre les scientifiques. La démarche des scientifiques, c'est qu'entre deux choses, il faut choisir l'une. Bien sûr. Là, en deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre, voilà. Là, maintenant, nous sommes en train de voir les gens mourir. Hein? Et de l'autre côté, nous avons des effets indésirables. Qui peuvent, et c'est en plus 33 personnes. Quand vous allez, c'est pas, c'est minime, pas non plus beaucoup de personnes. Alors, il faut savoir quelque chose. Hein. Et dans nos pays africains, c'est par l'initiative COVAX qu'on a pu avoir ces vaccins-là. Alors, ça veut dire que nous n'avions même pas toutes les possibilités pour acquérir les vaccins, les différents vaccins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les conditions de stockage. Certains vaccins, nous ne répondons pas à ces conditions. Voilà. Donc, il faut choisir. Et moi, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je suis d'accord. Alors, est-ce à dire donc que le vaccin AstraZeneca, qui a eu des effets secondaires, est-ce que le Bénin peut dire ce vaccin, je n'en veux pas, je préfère un autre vaccin dont je n'ai pas eu écho d'effets indésirables? Cela serait-il possible, Martial? Mais l'achat est déjà fait. C'est des millions de francs qui sont de l'argent qui va partir en l'air comme ça. Donc, il y a toujours des mesures pour pouvoir gérer les effets secondaires. Si le corps médical prend connaissance des effets secondaires déjà enregistrés et est formé à cela, quand un patient qui est vacciné après développe des effets secondaires, on fait la veille, on commence par surveiller et savoir comment prendre ces patients-là en charge après. Commencez déjà à surveiller la chloroquine. Vous êtes très porté sur la chloroquine, Angela. Vous êtes très porté sur la chloroquine. Là, essayé jusqu'à maintenant. Parce que vous avez étudié, parce que nous sommes face au même problème. La France, l'Europe, puisque c'est lui, l'Europe qui déteint toujours sur nous en Afrique, surtout l'Afrique francophone, la chloroquine a été refusée là-bas. Hein? Jamais on a utilisé la chloroquine là-bas. Le docteur, comment il s'appelle, voilà, il a parlé, mais les gens ont dit non. Mais ici, on utilise ça. On n'a pas pris le temps encore de faire cette pharmacovigilance dont je suis en train de Êtes-vous certaine que ça n'a pas été fait, parler. Et donc, non, je ne suis pas en train d'aller contre l'utilisation de la chloroquine. Maintenant, sur le plan international, il y a des gens qui ont utilisé le vaccin. Le vaccin a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr. L'initiative COVAX, les grands qui nous aidaient pour la vaccination, Gavi et autres, sont dedans. Et aujourd'hui, comment est-ce que, par rapport à ça, là, nous allons refuser d'utiliser ce vaccin-là? Alors, que proposez-vous donc au gouvernement béninois? Est-ce qu'il faut lancer la campagne de vaccination? Avant même cette campagne de vaccination, avant cette polémique autour de l'AstraZeneca, il y avait déjà une résistance. Je l'évoquais. Il y a une sorte de thèse que les gens développent pour dire que c'est un complot. Et donc, les gens étaient déjà réticents. Donc, le problème qui se pose chez nous, ce n'est pas forcément par rapport au vaccin. Je suis certaine, et je l'avais déjà dit, qu'il nous faut aussi un vaccin anti-résistance. Parce que les gens sont fortement... la thèse de complot est fortement ancrée dans les consciences des populations africaines. Donc, en Afrique,
de façon générale, il va falloir communiquer et sensibiliser pour que les gens comprennent que ce n'est pas finalement une affaire de complot. Donc, c'est de demander à notre gouvernement d'accomplir des actes assez courageux, comme on le voit. Voulez-vous dire? Comme on le voit par exemple dans les autres pays, que un homme fort de notre pays se vaccine pour donner l'exemple, pour montrer l'exemple des choses comme ça. Martial Alaye, oui, pensez-vous également pour la solution évoquée par Angela? Ouais, sa solution est idoine et je pense qu'il faut qu'on ramène la balle à terre. La psychose est déjà grande, donc il faut sensibiliser, poser des actes forts pour pouvoir faire descendre la tension et amener la population à pouvoir accepter, se faire vacciner. Et de deux, il faut préparer le corps médical pour que la gestion des effets secondaires soit une réalité. Oui. Et aussi préparer à anticiper, peut-être pour dire, nous devons voir si on peut acquérir d'autres vaccins qui n'ont pas autant d'effets secondaires et pour pouvoir servir la population. On n'a même pas besoin de les préparer. Vous savez déjà que même la chloroquine... Angela Damada, on sent beaucoup votre casquette de... Aujourd'hui, est-ce que le Bénin a les moyens de faire de la vigilance et de la veille faire de la pharmacovigilance. Pharmacovigilance. Nous avons des pharmaciens qui sont là. Ça peut être en train de se faire, on ne le sait pas. Mais à chaque étape, il faut qu'on invite. Nous sommes un pays sous-développé, nous disons, mais à chaque étape, il faut qu'on développe des actions pour pouvoir tendre vers une émergence. Donc, à développer des actions pour dire, il faut qu'on commence par imiter, à faire de la veille pour pouvoir sauvegarder la santé des populations. Alors là, on propose des solutions dans le cas où le gouvernement voudrait lancer la campagne de vaccination, mais quelles seraient les implications si, d'un autre côté, le gouvernement ne lançait pas cette campagne et continuait toujours d'attendre? Non, le gouvernement peut attendre pour pouvoir encore voir le retour qu'ils auront des autres pays, ceux qui ont continué à se faire vacciner par l'AstraZeneca, pour pouvoir anticiper sur les probables effets secondaires. Mais cela mettra du temps, Angela. Ça mettra du temps. Et ça mettra du temps. Le vaccin prévient. Bon, on va continuer. Angela, le vaccin qu'on a eu, c'est le personnel de santé en première ligne. Bien sûr, bien sûr. Et c'est sûr que quand on va leur mettre ça, c'est eux là, c'est le personnel de santé, c'est justement... Oui, mais en fait, il faut reconnaître que les tests qui ont été faits déjà sur le vaccin ont été faits tout de même sur 10 000 personnes avant leur mise sur le marché. Et ces 10 000 personnes-là, on n'avait pas constaté d'effets indésirables sur ceux-là, sur cet échantillon-là, avant leur mise sur le marché. Donc, le faire d'abord au personnel médical, est-ce que cela garantit forcément qu'on sera fixé sur les effets indésirables ou non de ce vaccin? Quand le vaccin sort du laboratoire, oui, on connaît déjà certains effets qu'il peut avoir. Bien sûr. Mais c'est à l'épreuve de la vaccination que certains autres effets peuvent sortir. C'est l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, c'est juste parce que c'est sur le marché public que, sinon les scientifiques savent, ça se passe toujours comme ça. De sorte que parfois, quand on a mesuré le risque et que c'est trop, on retire le médicament. Donc, nous avons acquis des vaccins aujourd'hui. On a un plan de vaccination qui voudrait que ce soit les personnes qui sont beaucoup plus exposées, donc le personnel médical qui est en première ligne par rapport à la riposte qui soit vacciné. Quand on va commencer à les vacciner, ils vont se surveiller, on va surveiller. Et s'il y a des effets secondaires tels que c'est rapporté là-bas, et c'est heureux déjà qu'on ait des effets secondaires de l'autre côté. On sait déjà que ça peut avoir des choses comme ça, et notamment chez les personnes âgées qui sont déjà à risque par rapport à la thrombose. C'est des problèmes cardiaques qui vous amènent justement à la thrombose de façon naturelle. C'est pour ça que parfois on demandait à ces personnes-là de prendre l'aspirine pour fluidifier. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu. On sait comment même prendre ça en charge. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on devait laisser nos personnes âgées mourir
à cause de la Covid là, qui donne une réaction inflammatoire cytokinique très rapidement et qui vous fait partie et laisser les autres. On vous aura compris, moi, Angela. Je pense que le gouvernement devait continuer avec son plan d'action. Son plan d'action. Et c'est ça qui est même très bien pour nous. Mais Martial, on a vu, on sait qu'en Europe, il y a eu des effets indésirables et Angela disait tout à l'heure qu'on peut tabler sur ça et pour pouvoir faire les essais ici sur le sol béninois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sachant que les effets indésirables sont plus portés sur les personnes âgées qui sont plus à risque de développer la thrombose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque après le personnel médical, les personnes âgées sont ceux qui doivent recevoir le vaccin. Ouais, après le personnel médical, ce sont les personnes plus âgées. Donc, on doit essayer d'établir un protocole du point de vue sanitaire pour voir, même si quand on vaccine ces personnes âgées, il faut encore surveiller et établir un autre protocole. Comme on le disait, et Angela le disait tout à l'heure, avec de l'aspégique ou l'aspirine, on peut gérer les caillots de sang qui se forment dans les veines. Donc, le corps médical est suffisamment informé et ils peuvent anticiper et gérer les personnes âgées qui vont se faire vacciner aussi. Savez-vous que pour donner la chloroquine à une personne malade, quand on sait que la personne est à risque par rapport aux effets indésirables de la chloroquine, on met d'abord la balle à terre. Donc je pense que c'est la même chose qu'on fera avec ce vaccin. Le vaccin AstraZeneca. Il n'y a pas de péril en la demain. J'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent comprennent. C'est la même chose, tout est un risque. Même quand vous avez quitté votre maison aujourd'hui pour venir ici, c'est un risque que vous avez pris. Quand on vient au niveau des scientifiques, ils mesurent les deux risques. On vous aura comprise, Angela, mon chef d'édition me fait déjà signe. Ce sera votre mot de fin. Martial, un mot de fin pour finir rapidement. Et j'encourage le gouvernement qui a déjà fait l'acquisition des 144 000 doses à toujours continuer dans son action et à faire de la veille pour pouvoir anticiper sur de probables effets secondaires et ce serait bien. On vous aura compris. Merci à tous deux d'avoir répondu présent sur ce plateau et merci également pour ces échanges. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous prenez du plaisir à suivre cette émission. Une rubrique de close et une autre à ouvrir. Week Eco se poursuit et dossier de la semaine, c'est maintenant. Depuis 2018, le miel du Bénin est accepté sur le marché européen, ce qui devrait faire de la filière apicole une filière émergente, soutenue. Mais après cette accréditation, qu'est-ce qui est fait pour la valorisation? Le miel a-t-il autant de dérivés qu'on doit y miser comme sur d'autres filières? Restez avec nous, on répond à ces questions juste après ceci. À cette séance de dégustation organoleptique du miel, des apiculteurs venus de toutes parts et des curieux très attachés au label bénin. Ils ont eu droit à plusieurs couleurs, textures et saveurs de miel béninois. Miel de karité, miel de verveine, miel de mangue ou encore miel d'anacade, nature, ajouté à l'eau de citron ou utilisé dans la conservation des légumes. Le miel, reconnu traditionnellement pour ses vertus dans l'alimentation, est aussi un précieux allié dans la cosmétique. La cire d'abeille, par exemple, qui permet de faire des cosmétiques. Vous allez pouvoir fabriquer sur la partie alimentaire du pain d'épices, du vinaigre et un produit très intéressant qui est aussi le gâteau de miel, qui est très rare en fait, c'est difficile d'en trouver et là on a la chance d'avoir au Bénin un apiculteur qui récolte du gâteau de miel. Là, on a un produit très exceptionnel. On ne savait pas en fait que ça intéresserait autant. C'est un mélange de beurre de karité. Donc le beurre de karité est comestible avec du miel de fleurs de karité et du sel de Ouida. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Pour cette marque de cosmétiques béninoise, initiatrice de la séance, le miel d'Afrique est encore peu connu. Cette dégustation vise donc à faire connaître aux participants les différentes transformations du miel béninois, mais surtout les sensibiliser aux moyens de conservation en vue de son exportation. Le Bénin était le premier pays à avoir l'autorisation d'exporter du miel au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
vers l'Europe, c'était en 2018. Le Bénin a accompagné d'autres pays dans le développement de leur filière. Maintenant, c'est à nous Béninois, de continuer dans cette démarche et d'innover, d'aller très très loin dans la qualité, parce que c'est aussi ce qui est recherché à l'international, et qualité à travers les emballages. Qu'idéalement, l'emballage doit être un emballage opaque, il faut que ce soit dans du verre. On voit encore beaucoup, je trouve, et c'est dommage, de produits conditionnés dans du plastique. Le miel du Bénin est un produit de grande qualité. Pour le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS, l'accréditation du miel béninois au marché européen fait de ce secteur une filière émergente qui mérite d'être soutenue. Pour moi, c'est une satisfaction d'être là aujourd'hui pour déguster, pour me rendre compte en fait de cette richesse immense que nous avons sur notre territoire et me projeter avec l'ensemble des acteurs de la filière pour voir comment on peut les accompagner, comment on peut les aider, comment on peut faire en sorte que cette richesse du territoire puisse être valorisée afin que notre pays puisse tirer, notre pays et surtout les producteurs puissent tirer un intérêt important en fait dans la production. En 2018, la production de miel dans le nord et le centre du Bénin était estimée à 600 000 tonnes par an. Les acteurs de la filière au Bénin travaillent pour faire doubler cette production dans les jours à venir. Et en attendant que cela soit doublé, retour sur ce plateau, c'est Alexandra Djotan que je reçois pour m'accompagner dans cet entretien. Alexandra, bonjour. Bonjour Rodrigue Babagbeto. Alors, on parle du miel. Nous amenez-vous une apicultrice sur ce plateau? Je vous laisse découvrir. Le reportage a déjà planté le décor. Aujourd'hui, le miel s'invite dans les débats. Nous parlerons donc plus précisément du miel béninois. Bien sûr. Alors, filière apicole au Bénin, le miel, un potentiel mal exploité. Nous en parlons avec une entrepreneur, une femme entrepreneur dans le secteur, Carole Tawéman, c'est d'elle qu'il s'agit. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là pour nous éclairer. Madame Tawéman, comment se porte la filière apicole aujourd'hui au Bénin? C'est une filière qui est en fort développement grâce à la mise en lumière de cette filière et notamment le miel de fleurs de karité qui était en fait à l'origine de tout, de l'obtention de l'autorisation d'exporter du miel béninois vers l'Union européenne. C'est une filière qui, en mon sens, va porter d'autres filières agricoles au Bénin, tout simplement parce qu'on l'a vu aux États-Unis, on le voit de plus en plus en France, le fait de poser des ruches dans des zones agricoles, que ce soit tout type de culture, l'ananas, l'anacarde, le coton. Notamment dans l'anacarde, il y a des études qui ont prouvé que poser des ruches dans les parcs d'anacarde augmentait la production de 35%. Donc en fait, c'est une filière transversale qui n'avait pas énormément d'importance, enfin, simplement parce qu'on ignorait l'importance de cette filière et qui commence aujourd'hui à se structurer avec des acteurs qui proposent des produits de très bonne qualité. Alors, est-ce qu'on peut avoir des chiffres, avoir une estimation, par exemple, du taux de production actuel du miel au Bénin ? Alors, je vais vous donner, à titre de comparaison, l'Éthiopie est l'un des plus grands producteurs de miel et de produits d'apiculture, de produits apicoles en Afrique. L'Éthiopie doit être aux alentours de plus de 20 000 tonnes, enfin c'est des quantités énormes. L'année. À l'année. Le Bénin se situe plutôt en deçà de 100 tonnes, mais les capacités sont énormes parce que le Bénin est tout d'abord le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir pu obtenir l'autorisation sur la base simplement du miel produit, avoir pu obtenir l'autorisation dans un délai très très court. Nous allons revenir sur tout ce qui a amené à cela en attendant le Bénin a cette qualité et cette capacité en fait à toujours bien se préparer avant de se lancer. Et c'est ce qui va, je pense, nous distinguer sur le marché international. C'est qu'on dispose d'un laboratoire extrêmement bien équipé qui nous a permis d'atteindre ce résultat rapidement. Il y a de belles compétences au Bénin pour faire émerger la filière et la développer de façon rapide. Alors, le laboratoire, ce fut en amont ou en aval de l'obtention de l'accréditation, disons, de l'exportation du miel en Europe. D'abord, quelle fut, disons, ces démarches-là qui nous ont permis d'atteindre cela?
Merci beaucoup pour cette question. Ça a débuté en 2014. Donc, nous, notre métier, on est une marque, une entreprise qui produit du karité bio. Sinon, on parle de la filière en général, le miel. Oui, mais c'est bien important de comprendre le point de départ parce qu'en fait, ça illustre la façon dont le secteur privé et le secteur public travaillent de concert pour atteindre un résultat dans l'intérêt de tous. Allez-y. Donc, le point de départ, on fait du beurre de karité bio-équitable depuis plus de 10 ans. On accompagne plus de 700 femmes au nord du Bénin et c'est ce qui nous a permis en fait, de percer sur le marché international. Sans la production bio, on ne peut pas faire de miel. Donc, on lance une campagne de financement participatif auprès de nos clients en France. On récolte suffisamment de moyens pour installer des ruches. Et là, on produit du miel et on se rend compte que le Bénin n'est pas autorisé à exporter du miel. Donc, en 2014. Donc, moi, je vais voir la Commission européenne à Bruxelles. On est comme ça, je prends le train et j'y vais et je questionne notre interlocuteur à la Commission européenne sur ce pourquoi le Bénin n'est pas autorisé à exporter du miel. Et je lui fais part de l'importance de cette filière apicole en termes de création d'emplois. C'est une filière très intéressante parce qu'elle nécessite peu d'investissement avec un retour sur investissement très important. Donc ça peut créer des emplois auprès des jeunes et ça peut créer des emplois pour les personnes plus âgées. Les femmes et les femmes notamment. Donc, il me ramène vers notre autorité compétente. C'est très important de comprendre que sur les filières de ce type, ce sont les autorités nationales qui interviennent. Un acteur privé ne peut pas intervenir. Quand vous dites filière de ce type, vous parlez de quoi en concret ? Des filières d'origine animale. C'est-à-dire que avant cette perte d'autorisation d'exporter des produits d'origine animale, le Bénin avait l'autorisation d'exporter des crevettes dans les années 92. Bien sûr. Et cette autorisation a été perdue pour des raisons X ou Y. Donc en fait, durant tout ce délai entre 92 et 2014, personne ne savait que le Bénin n'avait plus l'autorisation d'exporter des produits d'origine animale. Nous, on le découvre et on décide d'agir pour récupérer cette autorisation. Pourquoi ? Ce n'est pas juste pour exporter. L'enjeu, c'est un enjeu sanitaire. C'est-à-dire qu'en obtenant cette autorisation, pour l'obtenir, il faut mettre en place un plan de surveillance des résidus vétérinaires dans des produits d'origine animale, s'assurer qu'il n'y a pas d'antibiotiques ou de produits toxiques pour la population. Donc c'est important pour la population béninoise, mais ça permet d'exporter en Europe, mais ça sécurise aussi les aliments au Bénin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus importer n'importe quoi au Bénin. Oui, et donc les autorités nationales se sont saisies du dossier. Voilà, alors ça a pris du temps. Il y a eu plusieurs gouvernements avant qu'on arrive à ce résultat. Simplement, donc là, on a eu la chance, quelque part c'est une question de chance, identifier la bonne personne qui va vous permettre de mettre en œuvre un projet d'initiative privée au départ, mais d'intérêt général. Donc le directeur du laboratoire, donc le laboratoire central de l'analyse et de sécurité sanitaire des aliments, nous reçoit, voilà. Le LCSSA. LCSSA, ok. Donc qui est chapeauté par la BSSA. Bien sûr. Il nous reçoit et il comprend tout de suite l'importance. C'est-à-dire qu'il comprend son rôle d'utilité publique. Et ça, c'est un grand changement pour nous parce que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément affaire à des personnes qui comprenaient qu'elles étaient là au service de la population et au service aussi des entrepreneurs. Donc, on travaille de concert avec la Commission européenne et le directeur du laboratoire. Ça a pris 4 ans. Il faut savoir que Madagascar je ne pense même pas qu'ils aient obtenu encore l'autorisation, mais ils sont en train de travailler depuis 10 ans. Sur le même projet ? Sur le même projet. Suite à l'obtention de l'autorisation par le Bénin, l'autorisation d'exporter en Union européenne, d'autres pays alentours viennent au Bénin pour s'informer, apprendre du Bénin sur la façon dont ils peuvent exporter. Le Burkina Faso, le Togo, etc. Ok, donc ils viennent à l'école, c'est ça, on peut le dire, à l'école du Bénin. Le Béninois devient professeur. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les normes sanitaires et de qualité requises au plan international pour, disons, faire sortir le miel du Bénin? C'est très simple, il y a 3 indicateurs. L'HMF, le taux d'humidité et le taux d'acidité. Ça s'analyse ici au Bénin, mais ce qui est un peu injuste, moi j'appelle ça des barrières à l'entrée en fait. C'est-à-dire que tant que le laboratoire n'est pas accrédité, le nôtre au Bénin, le laboratoire central est accrédité, les analyses ne seront pas reconnues à l'international. Donc c'est les 3 critères principaux à analyser, le taux d'HMF qui doit être inférieur à 40%, le taux d'humidité, la présence d'eau dans le miel doit être inférieur à 20%,
Et le taux d'acidité, en général, c'est un peu compliqué à apprécier, mais ça permet de savoir si le miel a vieilli ou s'il a été chauffé à haute température. Ok. Alors, est-ce qu'au plan local, les produits de nos apiculteurs répondent en général à ces critères-là? Quels sont les enjeux aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a mené cette dégustation organoleptique des miels du Bénin. Ce que nous avons suivi dans le reportage. Parce qu'on peut connaître, identifier la qualité des miels du Bénin avec l'analyse. On peut aussi, dans un premier temps, les identifier avec une appréciation organoleptique. Et ce que nous, on a constaté durant cette dégustation, c'est que les miels béninois sont très bons. Ils sont excellents. Et cette qualité, en fait, elle nécessite encore d'être connue, mise en lumière, parce que les miels africains sont très peu connus, en fait, à l'international. Nous, quand nous avons analysé le miel de fleur de karité en France, le laboratoire en France n'avait jamais analysé le pollen de la fleur de karité pour pouvoir nous dire c'est du miel de fleur de karité. Donc la première année, ils n'avaient aucune base, la seconde année, ils en avaient une, et la troisième année, ils se sont dit ok, ça c'est du vrai miel de fleur de karité. Donc il y a tout un travail de mise en lumière de ces miels africains, et notamment le miel béninois qui était l'un des tout premiers à émerger à l'international. Bon, il y a aussi le miel de Guinée, mais il est basé sur une IGP, c'est autre chose. Donc en fait, il faut faire un travail de marketing, de communication. Nous, on sait que le miel qu'on propose en France est très, très apprécié. Certaines personnes se déplacent au Bénin, c'est-à-dire que l'impact même sur le tourisme peut être énorme si on parvient à bien développer cette filière de façon pertinente avec effectivement des chiffres, des analyses. On a un laboratoire pour ça. Ces séances de dégustation organoleptique qui permettent de valoriser le miel et de sortir de cette image d'un produit juste sucré. C'est pas juste du sucre, en fait. Le miel, c'est un produit thérapeutique. On dit que c'est le mets des dieux. Si c'est le mets des dieux, c'est un produit qui soigne, en fait, l'homme, qui est là pour soigner l'homme. Et les abeilles qui sont à l'origine de ce produit doivent être protégées, préservées. C'est le bien le plus précieux de l'être humain aujourd'hui. Le miel est de qualité, vous l'avez reconnu, mais dans le reportage, il y a eu des insuffisances qui ont été relevées par vous, notamment des aspects liés à la conservation, entre autres. Alors ça, c'est pas propre au Bénin. On va dire que c'est propre à l'Afrique. À l'Afrique ? On utilise des emballages en plastique qui ne sont pas du tout pertinents pour ce type de produit. On parle d'un produit noble. Un produit noble doit être conservé dans des emballages nobles. Le plastique, typiquement, est un produit de l'ère industrielle, sa pétrochimie qui a facilité beaucoup de choses, et notamment rendu accessible des produits qui n'étaient pas accessibles au plus grand nombre. Mais le Bénin et l'Afrique en général, ce sont des pays très très bons en économie circulaire, c'est-à-dire récupérer des emballages et les remettre dans le circuit de distribution. Le recyclage ? C'est beaucoup plus que le recyclage. En fait, quand on est sur du verre, et ça se fait notamment avec les boissons, on récupère les bouteilles, ensuite on les remet dans le circuit. Cette chose peut être faite pour plein d'autres produits. Ça génère de l'emploi, ça génère une économie locale, ça crée de la richesse. Et pour des produits comme le miel, en fait, le fait de les conditionner dans du plastique peut avoir aussi un impact sanitaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des résidus de microplastique dans le miel, et entre d'autres produits alimentaires, et c'est pas pertinent. On peut le faire en Afrique, donc développons des filières qui permettent d'avoir des emballages de meilleure qualité et qui valorisent en fait le miel africain. Un produit a de la valeur avec ce qu'il contient, mais aussi ce qu'il représente. Alors, est-ce à dire que seulement passer d'un emballage plastique à un emballage en verre ou noble, comme vous l'avez dit tantôt, est la seule façon de pouvoir mieux valoriser le miel béninois? Ah non, pas du tout. Il y a un travail de recensement à faire, un travail de structuration de la filière. C'est-à-dire que pour attaquer le marché international, il faut que les acteurs au Bénin soient suffisamment prêts et informés. Les 3 indicateurs que je vous citais pour identifier la qualité du miel, il faut déjà qu'un apiculteur sache que c'est nécessaire d'analyser son miel pour ensuite le mettre sur le marché et éventuellement atteindre le marché international. Ensuite, pour pouvoir faire un miel de très bonne qualité, il faut respecter des techniques. Moi, en mon sens, mais c'est la façon dont je perçois les choses, des techniques traditionnelles qu'on multiplie. C'est-à-dire l'apiculteur avec lequel on travaille nous permet d'avoir un miel qui est de qualité supérieure à ce que des personnes ont pu voir, même en France. Sa technique nécessite d'être démultipliée.
il faut qu'ils travaillent dans un espace plus grand pour qu'on puisse produire notre miel en quantité plus importante. Alors, il s'agit de quelle technique? Parce que lorsque vous faites référence aux techniques traditionnelles, on se souvient, il faut d'abord que l'apiculteur brûle l'abeille avant d'obtenir le miel. Est-ce de cela qu'il s'agit ou faut-il faire la promotion d'autres pratiques? Et il y a la méthode de la ruche kenyane aussi. Oui, voilà. Donc, en fait, quand je parle des techniques, c'est la technique d'extraction du miel. La technique d'extraction traditionnelle qui permet de laisser couler le miel et ne pas le presser pour recevoir après dans le miel des résidus qui ne sont pas souhaités. La technique que vous décrivez, c'est la technique de récolte du miel. Effectivement, c'est une technique traditionnelle qu'il faut abandonner. Il faut abandonner, pourquoi? Parce qu'elle met en danger les abeilles et qu'on a besoin des abeilles pour faire du miel. Bien sûr. Donc, quand on part de la tradition, c'est important de partir de la tradition pour observer les points sur lesquels il faut absolument s'améliorer dans l'intérêt de l'apiculteur et dans l'intérêt de tous. Moi, je pense que il y a un reportage qui va être diffusé prochainement et vous verrez notamment les techniques d'extraction et de récolte du miel. C'est important en fait de se détacher de cette image du tout industriel, du tout productivisme, etc., pour pouvoir avoir des filières pérennes. Donc nous, on est toujours dans une démarche on part de la tradition et on améliore la tradition à partir de ce qu'on apprend et de ce qu'on a observé sur le marché, mais aussi à l'international, ce que le client demande à l'international et ce qui permet de respecter la santé du consommateur et de développer des filières pérennes. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que les acteurs à divers niveaux en font une préoccupation, c'est-à-dire ils s'organisent pour qu'on puisse quand même répondre aux exigences à l'international? Quand je parle d'acteurs, on parle de l'apiculteur pour remonter à l'État. Alors, l'État fait énormément actuellement pour la filière, puisqu'il y a un plan et un investissement important dans le développement de filières bio. Moi, je l'ai observé, la dernière fois que je suis venue au Bénin, c'était en 2018. En 3 ans, c'est incroyable ce qui s'est passé au Bénin. Donc, moi, je suis très optimiste de ce point de vue, parce que quand on fait du bio, on préserve la santé des Béninois, on préserve les sols, on préserve l'eau. Là, on va préserver les abeilles, on va pouvoir produire encore plus de miel. Bon. Du côté des apiculteurs, il reste à les informer de ce qui est en cours. Je pense qu'il doit y avoir j'ai pas envie de dire de bêtises, mais depuis qu'on est dans la filière, on doit avoir plus de 3000 apiculteurs au Bénin. Recensés? En cours de recensement. D'accord. Qu'il faut recenser, ensuite structurer comme des filières qui fonctionnent bien au Bénin. Et ensuite, donc on a l'apiculteur qui récolte. Il faut le transformateur qui va pouvoir diversifier les produits de la ruche, en sachant qu'il n'y a pas que le miel, il y a aussi la cire d'abeille et la propolis. Et puis, il y a des acteurs qui vont pouvoir magnifier quelque part le miel. Des miels monofloraux, des miels multifloraux. Et là, en fait, on a dans la dégustation, il y a un acteur, une actrice plutôt, Papy & Co, qui a fait découvrir une variété, donc comme le pain d'épices, des vinaigres, etc. Le pain d'épices est fabriqué avec du miel béninois et des farines locales. C'est ça, voilà. Nous avons des échantillons sur le plateau. Tout à fait. Ah oui. Et ça c'est une première parce que ça veut dire que le miel peut porter d'autres filières, d'autres produits et magnifier en fait un produit qui est perçu comme étant banal ou standard. Vous l'utilisez dans la cosmétique. Oui. C'est ça. On a parlé de l'alimentation. Dans quel autre secteur est-ce qu'on peut retrouver le miel? Alors, dans l'alimentation, il faut vraiment prendre conscience de la diversité des produits qu'on peut développer. Je parle du beurre de karité. Il faut avoir un beurre gastronomique au miel de fleurs de karité. C'est une nouveauté, c'est une innovation. C'est le Bénin qui le fait. C'est une première mondiale. En cosmétique, nous, on a travaillé sur des sérums. Alors, pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur les sérums? Parce que quand on a fait la première récolte de miel de fleurs de karité, on a fait analyser par un laboratoire rattaché au CNRS en France pour pouvoir identifier les composants du miel. Les composants du miel de fleurs de karité indiquent qu'il a des propriétés régénérantes, anti-taches, cicatrisantes. Donc, on part sur des formules anti-âge et anti-taches. Donc, le sérum permet, alors je ne sais pas si... en fait, ça permet de travailler le karité différemment. Et en intégrant du miel, vous allez pouvoir avoir des textures très fluides.
C'est pour la peau? C'est pour la peau, pour le visage notamment. D'accord. Donc ça vous permet en fait de revisiter le karité qui est aussi perçu comme un ingrédient banal. Donc le miel tire en fait la filière karité dans une autre voie et permet de l'agrandir. Tout comme il pourrait permettre de tirer d'autres filières, l'anacarde, on l'a cité, le Nîmes. Exactement. Voilà. Chaque fois qu'on pense apiculture dans une filière agricole, on booste cette filière. D'accord. Alors, Carole Tawema, nous tendons vers la fin de notre entretien. Dites-nous rapidement, que faire aujourd'hui pour l'amélioration des conditions de vie des apiculteurs afin que nous puissions atteindre une meilleure productivité du miel? Il faut continuer à faire parler du miel du Bénin. Parce qu'en fait, quand vous faites connaître un produit, vous suscitez l'intérêt pour le produit et vous lui apportez de la valeur. Le reportage qui sera diffusé va montrer vraiment à quel point le miel béninois est extrêmement, a une valeur intrinsèque, je dirais 4 fois supérieure à tous les miels sur le marché. Je n'ai pas cité à ce point l'exemple de la France. La France consomme 40 000 tonnes de miel par an. Elle, on produit que 10 000 tonnes. Wow. 30 000 tonnes. Un gap de 30 000 Exactement. À combler, à aller chercher. Tout à fait. Hors de la France. Pour l'instant, c'est la Chine qui sert la France, l'Éthiopie aussi, et quelques pays d'Europe de l'Est. L'Afrique est un territoire qui est encore vierge de pesticides de synthèse. C'est notre chance. Alors voilà. Donc on devrait pouvoir en tirer profit. Nous sommes très bien positionnés pour servir l'Europe et la France. Donc allons-y. Carole Tawema, merci d'être passé sur ce plateau. Madame, Monsieur, Rodrigue Babagüeto, nous espérons que cet entretien vous a permis de savoir un peu plus sur le miel béninois et son essor sur le marché international. J'en sais un peu plus. Merci à vous, Carole Tawema, d'être venue sur ce plateau. Et bien, mesdames, messieurs, ainsi prend fin Week Eco. Le miel, sachez-le, pourrait bien attirer autant d'investisseurs qu'il attire des abeilles. Ce sera tout pour ce numéro de ce jour. Retrouvez cette émission en replay sur le site web de l'ORTB qu'est le www.ortb.bj. Il s'affiche d'ailleurs sur votre écran et à très bientôt pour une nouvelle émission.